Connaissance. Recherche. Sciences. Et sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bon, bien, bonjour tout le monde. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai évoqué le fait que le projet était de construire une cellule photoélectrique, cellule photoélectrochimique, qui nous amènerait à utiliser l'énergie solaire, la capter et transformer cette énergie solaire en énergie chimique, en carburant, en particulier sous forme d'hydrogène, par la combinaison d'une oxydation de l'eau qui permet de récupérer les électrons et de les envoyer à une autre électrode où on réduit l'eau en hydrogène. Et par cette simple combinaison donc, de l'eau et du soleil, nous produirions un carburant qui peut être utilisé ensuite dans des piles à combustible, nous redonnant l'énergie qui est contenue dans cette liaison hydrogène-hydrogène qu'on vient de former. Voilà le projet. Et alors, on va essayer de voir tout au long de ce cours quelle est la situation aujourd'hui, comment on peut résoudre un certain nombre de problèmes technologiques et comment la chimie contribue à cela. Et j'ai évoqué brièvement, mais ça va être quand même l'objet de beaucoup de choses que je vais développer dans les heures qui viennent, enfin 1 heure aujourd'hui et puis ensuite les autres heures derrière, c'est cette question de catalyse. À nouveau, toutes ces réactions, H2O donne de l'oxygène et des électrons d'une part, et les protons plus des électrons donnent de l'hydrogène, sont des processus monoélectroniques. Je vais essayer de vous montrer pourquoi il y a un problème de cinétique. Ces processus monoélectroniques sont lents et donc il faut des catalyseurs. J'ai évoqué le fait que ces catalyseurs aujourd'hui dans les technologies actuelles, que ce soit dans les électrolyseurs ou dans les prototypes de photolyseurs, et puis aussi dans les piles à combustible, c'est-à-dire dans les réactions inverses, sont très très souvent des catalyseurs à base de métaux nobles. Il n'y a pas d'avenir pour cette stratégie-là parce que, évidemment, ces métaux, s'ils sont exploités à très grande échelle, à l'échelle de la planète, eh bien, ils vont être trop peu abondants et de toute façon trop chers pour qu'ils puissent maintenir une économie de type hydrogène pendant plus longtemps que quelques dizaines d'années. Donc il faut trouver autre chose. Alors, un des catalyseurs dont je vais parler, c'est cette hydrogénase, ce système biologique, cette enzyme absolument fantastique, dont je vais essayer de vous montrer en introduction certains aspects. Et c'est la solution que les organismes vivants ont trouvée pour transformer de l'eau en hydrogène ou utiliser l'hydrogène comme source d'électrons. Donc c'est intéressant de regarder et tout ce qu'on va apprendre sur ces systèmes, vous allez le voir un peu plus tard, va nous permettre peut-être d'inventer des catalyseurs chimiques qui se seront inspirés des hydrogénases. Donc c'est vraiment très important de comprendre ces systèmes. Et je suis très heureux donc que cette leçon soit suivie d'une conférence donc, de Christophe Léger, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est probablement le grand électrochimiste français de ces systèmes et des systèmes enzymatiques polyélectroniques. Il va nous raconter un petit peu comment, notamment l'électrochimie, peut permettre de comprendre certains aspects de ces hydrogénases. Alors, à nouveau, quelles sont les réactions dont on parle ? Je vais parler donc de cette réaction. Alors ici, c'est une figure dans laquelle vous avez une densité de courant en fonction du potentiel.
À 0 volts, vous avez le potentiel d'équilibre H2H+, et H+H2. À 1,23 volts, vous avez le potentiel d'équilibre H2O, O2 plus électron, où O2 plus électron donne H2O. Ce qu'indique cette figure, c'est évidemment que la réaction thermodynamiquement favorable, c'est la réaction d'oxydation de l'hydrogène par l'oxygène pour donner de l'eau. C'est évidemment celle qui se produit dans les piles à combustible. Et qu'à l'inverse, évidemment, la réaction O plus O, enfin proton plus proton donne de l'hydrogène et de l'oxygène, est une réaction thermodynamiquement très défavorable et qu'on ne pourra la produire qu'en appliquant de l'énergie. Donc c'est cette énergie qu'on veut tirer du soleil, par exemple, mais qu'on peut tirer du nucléaire par le biais de l'électricité qui est produite par les centrales. Ce qu'indique aussi cette figure, c'est que dans un système de type H2H+, H2H2O ou H2O-H2, vous constatez qu'il est possible d'avoir la réaction fonctionnant à l'équilibre, c'est-à-dire sans surtension. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer un potentiel d'un côté ou de l'autre pour avoir une densité de courant significative. Il existe aujourd'hui des catalyseurs qui permettent de travailler de construire des électrodes sans surtension. Alors, vous comprenez que ce concept est assez important, la surtension, parce que, évidemment, toute surtension, c'est un complément d'énergie qu'on dépense pour produire une réaction électrochimique. Et donc, le platine est effectivement un très bon catalyseur, je l'ai dit la dernière fois, pour ce type de réaction. Et les hydrogénases, comme je vais le montrer, comme sans doute le dira Christophe, est un système catalytique qui effectivement permet de travailler à l'équilibre. Donc ça, c'est très très important. À l'inverse, et c'est pour ça que parfois vous pouvez entendre dire que la problématique de ce que je discute n'est pas tant dans la réaction H2O ou H2O-H2, mais plutôt dans la réaction H2O-O2 ou O2-H2O. Quand les gens disent ça, c'est parce qu'en effet, ils oublient chaque fois le problème du platine et des métaux nobles. Moi, ce que je dis, c'est que ça reste un problème si on ne trouve pas les bons catalyseurs. Par contre, ici, effectivement, il n'y a pas de catalyseur qui existe aujourd'hui qui fonctionne sans surtension. Dans cette réaction O2 donne H2O, platine, et puis des enzymes comme la case sont de bons catalyseurs, mais il y a une surtension. Il y a ce supplément d'énergie pour avoir le courant. Et de la même façon, même le photosystème dont j'ai parlé la dernière fois travaille avec une surtension, et puis des oxydes métalliques comme oxyde de ruthénium travaillent avec une surtension. Alors, il y a quelque chose d'intrinsèque ici sur l'existence de cette surtension qui est que on a encore plus d'électrons à échanger dans cette réaction, et comme je vais vous le montrer, c'est absolument déterminant dans l'existence de cette surtension. Oui, juste pour dire que, effectivement, redire que l'équilibre dont on parle, c'est celui-là, hein, c'est proton plus électron donne H2, le potentiel standard est 0 volts, mais évidemment à pH 0, 25 degrés, 1 bar d'hydrogène. Donc il faut évidemment se rappeler qu'on n'est jamais, peut-être à part dans des situations de laboratoire très contrôlées dans ces conditions, et qu'il faut faire très attention à cause de cette formule ici, que le vrai potentiel, il dépend des protons, il dépend de la pression d'hydrogène. Et simplement ici, vous pouvez voir que la réalité, c'est que les organismes vivants qui travaillent avec de l'hydrogène sont plutôt dans des conditions où on est... voyez, à des concentrations qui sont beaucoup plus faibles en hydrogène dans le sol ou dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, hein, il y a 0,5 ppm d'hydrogène. J'avais dit que le CO2, c'était 350-380 ppm. Donc, ça veut dire qu'en réalité, voyez, on a des potentiels beaucoup plus élevés, c'est-à-dire que l'hydrogène est un peu moins réducteur que ce qu'on pense. Voilà, ça c'est juste pour rappeler des éléments de base. Alors, les problèmes de cinétique. Je crois que c'est assez pratique de rapprocher cette histoire de surtension, qui est capitale hein,
dans toutes ces histoires de mise au point d'électrolyseurs, de piles à combustible, de photolyseurs, la question de la surtension est capitale. Tout doit être conjugué pour la diminuer au maximum, puisque c'est du supplément d'énergie qu'on dépense pour rien par rapport à la situation d'équilibre. Donc simplement vous montrer que, avec des schémas cinétiques extrêmement simples, que en effet, dans la réaction H2O, dans le couple H2H2O, on peut arriver à des surtensions nulles, alors que dans le couple H2O-O2, c'est difficile. Et donc je crois que c'est utile de rapporter cette surtension à une énergie d'activation. C'est ce que je vais faire ça ici. Alors, je prends donc la réaction la plus simple, c'est une réaction à 2 électrons, H plus donne H2, que je décompose en 2 réactions monoélectroniques. Par exemple, vous voyez que la réduction, donc par définition, la transformation d'H plus en hydrogène ou l'inverse se fait à 0 volts. Donc évidemment dans les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure. Si vous passez par un intermédiaire de type radical, H point, vous avez un potentiel extrêmement bas, c'est extrêmement difficile de réduire les protons à un électron, et donc évidemment ça veut dire que ce sont des espèces à très haute énergie, peu stables, très difficiles à obtenir, et donc il faut des catalyseurs pour interagir avec ces intermédiaires et les stabiliser. Et c'est tout le rôle du catalyseur. Alors dans ce schéma-là, vous avez un intermédiaire que j'ai appelé H étoile, ça peut être H point, un radical H point, et puis vous avez la réduction à nouveau de ce H étoile pour donner l'hydrogène, donc vous avez deux réactions monoélectroniques. Et le diagramme énergétique de cette réaction est représenté ici, par définition aussi le point de départ de la réaction H plus électron est au même niveau énergétique que H2, et l'intermédiaire H étoile est à une énergie delta G, ici, au-dessus du niveau H plus électron H2. La réaction peut être décrite dans ce sens-là, ou évidemment dans ce sens-là, et ça ne change strictement rien. Alors, évidemment, le meilleur catalyseur sera celui qui positionnera ce niveau d'énergie au niveau, ici, H plus électron ou H2. Ou en gros, celui qui aura la liaison métal-hydrogène qui vaudra à peu près la moitié de l'énergie de la liaison HH. Et plus, si vous voulez, plus ce niveau-là sera élevé, et plus il sera difficile de l'obtenir, ça veut dire que le métal n'aura pas assez stabilisé cet intermédiaire. À l'inverse, il faut faire attention, parce que s'il le stabilise trop, on obtient des états qui sont très peu réactifs et on n'ira pas jusqu'à H2. Hein. Alors, finalement, donc le surpotentiel, voilà, donc c'est ce que j'ai indiqué ici, hein, l'électrocatalyseur optimal est celui pour lequel chaque étape est thermodynamiquement neutre, c'est-à-dire qu'ici on a delta G égale 0. Et voilà, donc l'intermédiaire doit se fixer au catalyseur avec une énergie de liaison qui est un demi de l'énergie hydrogène-hydrogène. Et donc si vous définissez le surpotentiel thermodynamique comme la différence entre le potentiel qui détermine entre le potentiel de l'étape qui détermine le potentiel, l'étape qui détermine le potentiel, c'est l'étape thermodynamiquement la plus défavorable. Donc quand H étoile est en haut, c'est l'étape de formation de ce radical. Quand, au contraire, il est tout en bas, c'est l'étape de formation d'hydrogène. Et ce que vous constatez, c'est qu'en effet, ce surpotentiel, il est une fonction relativement simple du fameux delta G, c'est-à-dire que quand on a un delta G ici très positif, ça veut dire que le catalyseur ne stabilise pas assez le H étoile, et donc vous avez une surtension. Lorsque vous êtes au contraire un delta G très négatif, le H étoile, l'intermédiaire, est trop stabilisé et il ne conduit pas à H2, et vous avez une surtension, vous êtes obligé de rajouter de l'énergie pour avoir un courant. Et dans ce système, ces deux courbes se rejoignent exactement au point 0, 0, c'est-à-dire que la possibilité d'avoir un surpotentiel nul existe.
tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, intermédiaire réactionnel, et on ne raisonne que sur un seul paramètre, l'énergie de liaison du métal avec cet intermédiaire. Si maintenant je vais à un système, alors ça a été, alors cette courbe en V inversée a été démontrée à la fois sur le plan des calculs théoriques, récemment par des gens comme Norskopf, par des calculs DFT, ont été montrés de façon expérimentale. Hein, ici, voilà, pardon. Vous voyez, c'est des travaux pas très anciens, donc avec divers alliages. Donc cette courbe a été parfaitement démontrée. Et sur le plan à la fois théorique et expérimental, il a pu être démontré, donc, notamment, je vous invite à regarder ce papier, Journal of American Chemical Society en 2005, que, en effet, on a des métaux comme l'or qui ne sont pas des très bons catalyseurs parce qu'ils ne stabilisent pas assez l'intermédiaire, au contraire des métaux comme le molybdène qui les stabilisent beaucoup trop, et on démontre de façon extrêmement claire que le platine est très bien positionné, c'est-à-dire que le delta G ici est très faible, et on trouve des enzymes comme les hydrogénases et les nitrogénases exactement dans ces niveaux-là. Et donc, platine, rhodium, iridium sont en effet des métaux qui vont se retrouver avec des delta G très faibles. Et donc, c'est pour ça qu'on peut observer des surtensions nulles aux électrodes qui contiennent ce type de métaux, et on le verra aussi pour l'hydrogénase. Juste très rapidement, lorsque vous avez plus que 2 électrons, et si vous avez plus qu'un seul intermédiaire, à ce moment-là, la même démonstration conduit de façon évidente, et je vais passer très vite pour ne pas trop perdre de temps, mais de façon évidente, qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des surtensions nulles. Voilà, ici par exemple, à nouveau cette réaction qui nous intéresse, on pourrait l'appliquer à n'importe quel système avec plusieurs électrons, et je prends un schéma cinétique qui implique simplement 2 intermédiaires, d'une part un intermédiaire à OH et d'autre part un intermédiaire OH. À ce moment-là, donc une réaction monoélectronique, une deuxième réaction monoélectronique et une réaction biélectronique. Et à ce moment-là, vous voyez que vous avez ce diagramme énergétique, et les différents paramètres ici sont des paramètres, et en particulier delta G1 et delta G3 sont des paramètres qui caractérisent l'interaction, enfin donc le niveau énergétique des intermédiaires, et donc l'interaction du métal avec ces intermédiaires. Et donc, vous voyez que le surpotentiel thermodynamique va dépendre des affinités du catalyseur pour différentes formes d'oxygène activé, et il ne peut pas être nul. Vous pouvez comprendre ça en imaginant, par exemple, que le delta G1 est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a un catalyseur qui permet de mettre vraiment au bon niveau un intermédiaire. Il y a très très peu de chances que, par hasard, l'affinité pour le deuxième intermédiaire soit telle qu'il tombe rigoureusement à 0. Et donc, en réalité, les deux courbes se croisent à un endroit de surtension non nulle. Donc, c'est intrinsèque à la réaction multiélectronique qui a plus qu'un seul intermédiaire de ne pas pouvoir, ou alors par une chance totalement inouïe, de ne pas pouvoir avoir des surtensions nulles. Donc, il faut avoir ça en tête. Voilà, alors, je reviens donc comme je vais vous parler d'enzymes hydrogénase qui travaille avec l'hydrogène, je crois que c'est important de voir comment se situe très rapidement le statut de l'hydrogène dans le monde vivant. Donc, je l'ai dit, vous avez à peu près 0,5 ppm dans l'atmosphère. Hein, c'est un équilibre qui vient à la fois de divers processus de production d'hydrogène, qui sont les activités volcaniques, les activités microbiennes de production d'hydrogène, la combustion de carburant, et puis vous avez des activités de consommation d'hydrogène, qui sont des réactions photochimiques dans l'atmosphère, qui sont des activités microbiennes là de consommation d'hydrogène, d'utilisation d'hydrogène comme source
de carburant et d'électrons, et également l'élimination de l'hydrogène qui est dans l'espace, qui part dans l'espace. Donc c'est tout cet équilibre-là. Alors, si on regarde, vous voyez que ici vous avez le sol. En surface du sol, vous avez une partie importante. Vous avez les nodules de racines de plantes qui qui produisent de l'hydrogène, non pas par l'hydrogénase, mais par une activité de type production d'hydrogène au cours de la transformation de l'azote en ammoniac par une enzyme qui est la nitrogénase, qui est aussi une enzyme extrêmement intéressante. Dont je ne parlerai pas, mais peut-être au cours d'autres cours plus tard. Alors, plus vous descendez dans le sol, et moins vous avez d'oxygène, et plus vous avez d'hydrogène. À l'inverse, plus vous remontez de tout en bas, plus l'oxygène augmente, et plus la concentration qui est indiquée ici d'hydrogène diminue. Donc tout en bas, vous avez une activité très intense de fermentation par les micro-organismes, et cet hydrogène est ensuite utilisé d'une certaine façon comme carburant par tout un tas de bactéries anaérobies, acétogènes, méthanogènes, vous voyez, qui transforment le CO2 en molécules carbonées. Là, on a des concentrations de l'ordre d'une centaine de nanomètres en hydrogène. Vous montez au-dessus, vous passez à 10 nanomètres, et là, vous tombez sur les bactéries sulfatoréductrices, toujours anaérobies, qui utilisent l'hydrogène pour réduire des sulfates en H2S. Et puis, vous montez encore un peu plus haut, vous avez les bactéries dénitrifiantes ou réductrices de fer 3. Et puis, vous arrivez dans la partie aérobie. Et là, c'est intéressant, on va le voir, notamment, je crois que Christophe va discuter beaucoup de la coexistence des hydrogénases avec l'oxygène. C'est quelque chose d'absolument clé dans le développement technologique des hydrogénases. C'est-à-dire qu'on trouve là des organismes qui ont des systèmes enzymatiques qui sont capables de travailler à la fois avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Alors, par exemple, ces bactéries comme Ralstonia, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler de temps en temps, qui sont donc ces bactéries aérobies ou micro-aérobies qui sont capables de gérer à la fois l'hydrogène et l'oxygène, donc contiennent tout un tas d'hydrogénases. Donc, à nouveau, les hydrogénases, ce sont ces enzymes qui catalysent, et je vais en parler juste après, qui catalysent la conversion de l'hydrogène en eau ou l'eau en hydrogène. Et donc vous avez des hydrogénases qui sont solubles à l'intérieur de la cellule. L'hydrogène est utilisé comme réducteur de NAD, et le NADH est ensuite utilisé dans une chaîne respiratoire. Mais vous avez aussi un système tout à fait intéressant qui est une hydrogénase qui est fixée à la membrane et qui utilise l'hydrogène pour réduire directement via toute une chaîne de transfert d'électrons l'oxygène en eau. Et puis enfin, vous avez quelque chose dont j'aurai l'occasion de parler aussi un petit peu, c'est le fait que vous avez des hydrogénases dites régulatrices, c'est-à-dire que leur fonction n'est pas, parce qu'elles sont très peu actives, d'utiliser l'hydrogène dans des processus bioénergétiques ou de réduire des protons en hydrogène pour stocker l'excès d'électrons, mais parce que la petite activité qu'elles mettent en œuvre constitue des senseurs de la présence ou non d'hydrogène qui déclenchent toute une réponse d'expression de gènes. Voilà, mais on verra que ça a son intérêt pour plus tard. Et puis, bon, vous voyez, vous avez tout un tas d'autres environnements dans lesquels il y a production ou consommation d'hydrogène. Vous avez... où vous trouvez, ce que je veux dire, où vous trouvez des activités hydrogénases, c'est-à-dire des micro-organismes qui utilisent l'hydrogène ou le produisent. Donc, dans les volcans, notamment, on trouve des organismes thermophiles et hyperthermophiles qui vivent dans des conditions, vous savez, qui poussent à des très très hautes températures, au-dessus de 70, 80, 90 degrés, et qui utilisent l'hydrogène ou le produisent. Vous avez tout un tas de bactéries à l'intérieur de l'intestin des mammifères qui possèdent des hydrogénases pour utiliser l'hydrogène, notamment chez les méthanogènes et des bactéries sulfatoréductrices, hydrogène qui vient de la fermentation des sucres, des carbohydrates. Vous avez des bactéries pathogènes
notamment comme Helicobacter pylori, qui sont présentes dans l'estomac et qui appuient une partie de leur bioénergétique sur l'hydrogène. Et puis évidemment, je dis évidemment parce qu'on va en reparler à plusieurs reprises, et je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, vous avez ces magnifiques micro-organismes photosynthétiques, donc les microalgues ou les cyanobactéries, qui utilisent l'énergie du soleil justement pour tirer les électrons de l'eau, c'est la photosynthèse, et pour les envoyer pas uniquement dans le CO2, pour faire des sucres et des carburants cellulaires, mais aussi dans l'eau, et il y a des hydrogénases, et ces hydrogénases qui sont présents, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, de ce schéma où vous avez l'extraction des électrons et des protons de l'eau qui sont envoyés via deux photons, enfin grâce à l'introduction de deux photons, un sur le photosystème 2, un sur le photosystème 1, qui sont envoyés pour fixer le CO2, mais une partie de ces électrons, ces micro-organismes possèdent des enzymes qui sont des hydrogénases et qui sont capables de faire cette réaction de réduction des protons en hydrogène. Et c'est bien parce que ces systèmes-là, dans toutes les bactéries dont je viens de parler, comme dans ces microalgues et des cyanobactéries, c'est bien parce que ces systèmes-là sont tout à fait remarquables du point de vue des activités catalytiques qu'il est important, lorsqu'on se pose la question de découvrir des nouveaux catalyseurs pour l'électrolyse de l'eau, pour la photolyse de l'eau, pour les piles à combustible, de poser la question comment ces systèmes fonctionnent, est-ce qu'on peut les comprendre et est-ce qu'on peut s'en inspirer pour inventer de nouveaux catalyseurs. Bon, une petite histoire des hydrogénases très rapide. Vous oubliez ce schéma dont je reparlerai un peu plus tard parce qu'il est trop détaillé, mais simplement c'est à peu près dans les années 30 que les hydrogénases ont été découvertes. C'est 50 ans plus tard qu'on découvre que ces hydrogénases sont des métalloenzymes, et en particulier que du nickel est présent et est absolument essentiel à l'activité. Et jusqu'en 1994-95, c'est-à-dire avant que les premières structures cristallographiques apparaissent, les gens ont utilisé tout un tas de méthodes, en particulier spectroscopiques, pour mettre en évidence que cette enzyme peut exister sous différentes formes. Vous voyez, j'en ai listé pas moins que 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10 et 1, 11. 11 formes différentes, dépendant, dans lesquelles vous avez la coordination des métaux qui change, vous avez le potentiel, vous avez l'état redox des métaux qui change, enfin, etc., etc. On y reviendra. Alors, évidemment, le grand résultat, c'est la structure cristallographique, diffraction des rayons X. Et les premières images de diffraction des rayons X, c'est 94, vous voyez, c'est pas une très vieille histoire. Et là, on voit de la densité électronique qui est facilement attribuée à la présence de clusters fer-soufre. Et puis, un papier dans Nature en 1995, structure à 2,8 angstroms de résolution. C'est un magnifique travail du grand spécialiste, je dirais, mondial des hydrogénases, qui est Juan Fontecilla-Camps. Ce travail a été fait à l'Institut de biologie structurale à Grenoble. Juan fera le dernier séminaire de cette série de cours au mois de mai. Ça sera la dernière séance. Et à cette époque-là, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre deux sous-unités, ça on le savait. Une sous-unité qui porte les centres fer-soufre, vous voyez ici, j'y reviendrai parce que ces centres fer-soufre ne sont pas là pour rien, ils jouent un rôle tout à fait important. Et puis le site actif est ici, et dans ce site actif, qu'est-ce qu'on découvre ? Et quelles sont les questions qui apparaissent ? On découvre bien le nickel, entouré par 4 atomes de soufre, 4 cystéines, et puis on découvre la présence ici d'une densité électronique qui correspond parfaitement à un métal, mais on ne sait pas lequel. Et puis, ce métal est accroché par 2 soufres qui sont ligands du nickel, donc 2 ponts thiolates, et puis vous avez 3 ligands exogènes, dont on ne sait pas très bien ce que c'est, et puis en plus, il y a probablement il y a une densité électronique entre les deux, à nouveau, et on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est en 95, et puis les choses évoluent jusque pratiquement les années 2000,
par toute une série de résultats. Et de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit d'une part que finalement ces ligands qui avaient été éventuellement attribués à des molécules d'eau sont allongés. Enfin, la densité électronique est allongée, ça ne peut pas correspondre à une molécule d'eau. Et puis, couplé à des expériences extrêmement délicates et vraiment sans ambiguïté de spectroscopie infrarouge de protéines, eh bien, les gens démontrent que ces molécules L1, L2, L3 sont d'une part une molécule de monoxyde de carbone dans un environnement assez hydrophobe et deux molécules de cyanure qui sont stabilisées par des liaisons hydrogènes diverses. Et ça, c'est un vrai choc, hein, parce que c'est la première fois qu'on démontre qu'un système enzymatique, un système du vivant, contient dans son site actif des espèces considérées comme terriblement toxiques, le monoxyde de carbone et le cyanure. Et non seulement ça, mais ça veut dire que la nature est obligée, pour construire un site métallique comme celui-là, d'avoir toute une stratégie de biosynthèse du monoxyde de carbone et du cyanure. Donc aujourd'hui, c'est une grande question, c'est comment le CO et le CN- sont synthétisés par les organismes vivants, parce que les organismes vivants le synthétisent. Ça, c'est un projet de recherche qu'on développe dans mon laboratoire, notamment en collaboration avec ROAD, qui est un sujet en très grande compétition, mais c'est absolument fascinant de se poser la question, à la fois pourquoi et comment les organismes synthétisent du monoxyde de carbone et du cyanure, en particulier pour élaborer des catalyseurs de ce type-là. Alors, par ailleurs, un peu plus tard, on arrive à comprendre que ce pont ici est un pont oxygène, c'est une molécule d'eau déprotonée. Il y aura plusieurs formes dans lesquelles ce site sera occupé par diverses formes d'oxygène en particulier. C'est lié un peu à la suroxydation de cette enzyme. Et puis on ne sait toujours pas ce que c'est que X. Et puis finalement, un peu plus tard, un peu avant la fin des années 90, notamment par des expériences extrêmes, par des conditions de cryocristallographie, c'est-à-dire de la cristallographie à basse température qui permet d'éviter les dommages radiatifs et les dommages oxydants, et d'autre part par des réactions, par des expériences de diffusion anomale, c'est la démonstration que le deuxième atome est un atome de fer, et que le X ici est un atome de fer. Et enfin, dans la 99-2000, on a des structures de forme réduite de l'enzyme, dans lequel les choses sont bien résolues et il n'y a pas de pont autre que les deux cystéines entre le fer et le nickel. Donc, les hydrogénases de cette famille-là, la première famille d'hydrogénases, ce sont des métalloenzymes qui combinent un atome de nickel et un atome de fer et des ligands tout à fait particuliers qui sont ce monoxyde de carbone et ce cyanure. Et aujourd'hui, véritablement, on ne sait pas très bien pourquoi la nature a choisi ces ligands pour faire cette chimie. Et comme vous l'avez compris, la nature n'a pas choisi le platine ou le rhodium ou l'iridium pour faire cette chimie, bien évidemment parce que le critère d'abondance est capital pour le système vivant. Le système vivant cherche les choses les plus abondantes et ensuite les choses les plus efficaces. Et donc, ce qui est évidemment absolument fascinant avec ce système, c'est que tout d'un coup, par rapport à notre problématique, est-ce qu'on va arriver à faire des catalyseurs sans métaux nobles? On a devant nous la preuve qu'on peut faire ça. Le vivant a su faire ça. Donc, il faut étudier ça, voir d'où ça vient, comment ça peut fonctionner, pourquoi il n'y a pas de surtension avec nickel-fer, et est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus simple, ou est-ce qu'on peut, parce que ça sera aussi une question, et Christophe va le développer, est-ce qu'on peut utiliser, y compris ces enzymes, dans des dispositifs technologiques, piles, électrolyseurs. Voilà. Alors, très rapidement, la suite de l'analyse cristallographique, c'est que vous allez voir que c'est un système très très compliqué. Non seulement à cause de ces processus monoélectroniques qu'il faut gérer et arriver à faire descendre les intermédiaires réactionnels au bon niveau énergétique pour avoir des réactions sans surtension, mais
il faut qu'on gère donc gérer des transferts d'électrons, gérer des transferts de protons et gérer des gaz, parce que le substrat et les produits de cette réaction sont des gaz. Et comment une protéine gère des gaz, ça c'est une grande question actuelle, je dirais, parce que effectivement, il y a tout. On sait qu'il y a maintenant un certain nombre de protéines qui ont comme substrat des gaz ou comme produit des gaz. Et ça, c'est des choses qui ont été aussi bien étudiées sur le plan de la cristallographie, puisque, peut-être le savez-vous, mais avec un gaz comme le xénon, on est capable d'avoir des images de diffraction des rayons X qui nous donnent des informations sur la diffusion des gaz à l'intérieur des protéines. Et le travail qui a été mené là avec les hydrogénases montrait très clairement qu'il y avait une connexion. Vous voyez, c'est ce qui est coloré en bleu ici. Il y a des canaux, en particulier hydrophobes, qui connectent parfaitement bien la surface de l'enzyme au site actif. Et d'une certaine façon, quand on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que peut-être ces canaux arrivent plutôt au niveau du nickel plutôt qu'au niveau du fer, et donc il y a des hypothèses de mécanismes dans lesquels c'est le nickel qui est le premier ou le dernier endroit où l'hydrogène se fixe. Transfert d'électrons également. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que cette chaîne de clusters fer-soufre, qui sont capables de prendre un électron et de le donner au suivant, sont parfaitement bien positionnés pour connecter le site actif ici à l'extérieur. Et ici, vous avez un modèle d'un complexe entre un donneur d'électrons ou un accepteur d'électrons de type cytochrome et l'hydrogène. Les électrons peuvent aller par là, lorsque c'est l'hydrogène qui est consommé, ou arriver par là, lorsque c'est l'hydrogène qui est le substrat. Voilà. Et puis il y a aussi la question des transferts de protons, et on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne. Vous avez tout un tas vous voyez ici nickel-fer, vous avez tout un tas de liaisons hydrogènes qui sont des dispositifs qui permettent d'envoyer les protons à la surface, ou au contraire de les faire revenir de la surface jusqu'au site actif. Et il y a des travaux qui ont montré par mutagénèse dirigée que certains acides aminés, comme ici ce glutamate, pouvaient jouer le rôle de transfert de protons assez finement. Et dès lors qu'on les mute, il n'y a plus d'activité. Voilà, donc voilà le système dont on parle, ces fameuses enzymes hydrogénases à nickel-fer. Les hydrogénases dites à nickel-fer, parce que c'est la première classe, et je parlerai de la deuxième classe si j'ai un peu le temps, mais je crois que je l'aurai, sont en particulier très douées pour faire de l'oxydation de l'hydrogène. Hein. Donc plutôt dans une application de type pile. Voilà le type d'activité, donc voilà quelques images qui confirment ce que je dis, avec à nouveau le site actif, les clusters fer-soufre. Voilà le site actif, fer, nickel, 4-cystéine, cyanure, CO. Voilà. Là, je vais aller très vite parce que je crois que Christophe va pas mal développer ça, mais une fois que vous avez ces magnifiques catalyseurs sans surtension, qu'on peut isoler, qui ont des très très bonnes activités, dont on va nous dire, travaux de Fraser Armstrong à Oxford et puis de Christophe aussi, que ces hydrogénases ont vraiment des propriétés électrochimiques sur la surface des électrodes tout à fait proches du platine. C'est le platine, ces enzymes, c'est le platine inventé par les organismes vivants en quelque sorte. En même temps, gros problème, et notamment pour les applications technologiques, c'est que la plupart des systèmes qui ont été étudiés sont extrêmement sensibles à l'oxygène. Et c'est pour ça que j'avais insisté sur le fait qu'il existait quand même quelques bactéries qui vivaient à des concentrations d'oxygène pas trop fortes, mais pas nulles, et qui sont capables de faire vivre des hydrogénases. Donc voilà, donc il y a eu des travaux qui ont montré qu'en effet, on pouvait isoler des hydrogénases dans des états totalement inactifs, parfois de façon irréversible, parfois de façon réversible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais essentiellement parce que ce site ici de pont entre le nickel et le fer pouvait être occupé par des formes peroxo, des formes hydroxo, par des formes oxo, et qu'il fallait que ce site soit plutôt occupé par des formes hydrures pour être dans un état actif. Et donc tout ce qui allait conduire au remplacement de cette hydrure par des formes oxygénées, évidemment, allait inactiver l'enzyme. Et donc la question est de comprendre
est-ce qu'on peut... Plusieurs choses. Si on veut développer les hydrogénases comme des catalyseurs dans des dispositifs technologiques, est-ce qu'on peut manipuler ces hydrogénases pour les rendre moins sensibles à l'oxygène? Est-ce qu'on peut trouver dans la biodiversité, hein, Gilles Pelletier l'avait dit la semaine dernière, on ne connaît que, je ne sais pas moi, moins de 1% de tous les micro-organismes qui existent sur la Terre. Donc il y a la possibilité de trouver des micro-organismes qui ont des hydrogénases parfaitement résistantes. Donc il faut aller les chercher. Donc il faut étudier cet aspect, c'est extrêmement important. Donc vous avez la possibilité d'étudier ces problèmes par électrochimie. Voilà le type d'expérience que vous pouvez faire. Vous adsorbez ces enzymes, assez curieusement, s'adsorbent assez facilement sur les électrodes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de médiateurs électrochimiques pour les étudier sur le plan électrochimique, c'est-à-dire pour étudier les transferts d'électrons aux interfaces entre l'électrode et l'enzyme. Donc ça, c'est assez pratique, même si la stabilité du système n'est pas éternelle, mais pour faire quelques études fondamentales, c'est tout à fait utile. Donc vous avez des enzymes comme, par exemple, cette hydrogénase d'allochromatium vinosum, qui est très sensible à l'oxygène. Vous êtes en présence d'hydrogène, vous faites la manip en présence d'hydrogène, et vous regardez le courant qui est lié à l'oxydation de l'hydrogène à cette électrode. Et puis, vous introduisez de l'oxygène dans le milieu, et ce que vous voyez, c'est une chute instantanée de l'activité, et lorsque vous rajoutez de l'hydrogène pour enlever l'oxygène, ça ne repart plus. Donc là, vous avez un vrai problème. C'est le type d'hydrogénase qu'il faut évidemment éviter lorsque vous voulez le mettre dans un électrolyseur ou dans une pile à combustible. Voilà, je vais laisser tomber ça pour parler de ça. Et donc, l'observation de la biodiversité nous permet à nouveau d'identifier des micro-organismes. J'en ai parlé, ça c'est Ralstonia, c'est ce que j'avais déjà évoqué tout à l'heure. Et en effet, ce sont des systèmes dans lesquels il y a beaucoup plus de résistance à l'oxygène. Voilà le même type d'expérience. Vous voyez, vous rajoutez des concentrations croissantes d'oxygène, vous perdez un peu, mais pas instantanément et complètement. Et lorsque vous rajoutez de l'hydrogène pour enlever l'oxygène, vous retrouvez un niveau d'activité qui est raisonnable, et très vite. Donc là, vous avez des systèmes qu'il faut explorer, notamment sur le plan des applications. Mais c'est une vraie question. Voilà. Alors, mécanisme enzymatique. Si vous regardez la littérature, vous allez trouver des tas de choses différentes, mais disons que les gens s'accordent pour dire que tout ce qui est évidemment sous l'état avec des ponts oxygénés à différents états redox du nickel ou des ponts hydroperoxaux avec des différents états du nickel sont des états inactifs qu'il ne faut pas considérer dans le mécanisme enzymatique normal de l'enzyme. Mais disons qu'il y a trois états qu'il faut considérer, qui sont les états ici appelés nickel Si, nickel C, nickel R. Ça n'a pas beaucoup d'importance de connaître le nom. Alors, voilà, l'idée est la suivante. Si vous partez, on va partir de l'état, voilà. Vous partez de cet état dans lequel il y a une position libre ici, et je pars dans ce sens, si vous rajoutez de l'hydrogène, cet hydrogène qui arrive par le canal hydrophobe dont je parlais jusqu'au niveau du nickel se fixe ici sur l'hydrogène, sur le nickel, pardon. Alors, il y a plusieurs schémas possibles. Il peut aussi se fixer sur le fer théoriquement. Il peut aussi déjà être décomposé en deux atomes d'hydrogène. Mais disons que cette hypothèse-là est intéressante. Ensuite, vous avez ici un site nucléophile qui peut attaquer cet hydrogène. Ça dégage qui prend un proton et dégage un hydrure, et vous avez le fameux nickel C avec l'hydrure pontant. Et ensuite, cette hydrure peut être protonée,
parce que comme j'ai changé de sens de flèche, donc j'ajoute l'hydrogène, j'obtiens cet état. Ensuite, je fais partir un proton, notamment assisté par ce nucléophile, et j'obtiens cette hydrure intermédiaire. Et ensuite, je fais partir un proton, je fais partir ça sous forme d'un proton en faisant partir des électrons, en faisant partir un électron. Et on revient à cet état-là. Et donc ça, c'est un des mécanismes proposés. Ici, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut faire cette rupture hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène, et il faut une base. Et là, la seule base disponible à côté, c'est un soufre qui n'est pas un très très bon nucléophile parce qu'il est quand même accroché à un métal. Voilà. Je ne vais pas parler des autres mécanismes, c'est un peu toujours la même chose. Voilà. Alors il s'avère que ce n'est pas la seule classe d'hydrogénases, et je vais parler de la deuxième grande classe d'hydrogénases, qui sont les hydrogénases qui contiennent 2 atomes de fer et non plus un nickel et un fer. Ces hydrogénases-là sont en particulier douées pour la réaction inverse. J'avais dit nickel-fer, c'est plutôt pour l'oxydation de l'hydrogène. Ici, c'est plutôt pour la production d'hydrogène. Et vous voyez, avec des activités tout à fait importantes. Alors, à peu près, donc 3 ou 4 années plus tard, vous vous souvenez, Nature 95, c'est nickel-fer. Et 3 ou 4 années plus tard, 2 papiers sortent, un dans Science et un, c'est John Peters, qui est actuellement dans le Montana, un papier dans Science et à nouveau Juan Fontecilla dans un article à Structure. Et l'un, Fontecilla, sur une hydrogénase de bactéries sulfatoréductrices et Peters sur une hydrogénase d'une bactérie Clostridium pasteurianum. Et là aussi, qu'est-ce qu'on découvre? C'est assez intéressant parce qu'on découvre que la structure protéique est très très différente du nickel-fer, mais on retrouve un certain nombre d'éléments tout à fait convergents avec nickel-fer. D'une part, on retrouve des clusters fer-soufre en plus ou moins grand nombre. Ici, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y en a 3. Et vous allez voir qu'il y a différentes façons d'assembler cela. Mais là aussi, il faut une sorte de circuit électrique qui connecte le site actif à la surface. C'est extrêmement important. D'autre part, vous avez représenté ici, donc si vous zoomez dans le site actif, là, vous trouvez 2 atomes de fer, et là aussi vous trouvez du monoxyde de carbone et du cyanure. Donc vraiment la nature, pour faire cette chimie hydrogène H2O, H2O hydrogène, a considéré qu'il fallait mettre du CO et du cyanure sur les ions métalliques. Là aussi, même question, comment font ces micro-organismes pour synthétiser CO et cyanure? Assez curieusement, les informations qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont des systèmes différents de ceux qui synthétisent CO et cyanure pour la nickel-fer. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et puis vous avez un petit ligand ici, soufre, carbone, azote, carbone, soufre, dithiométhylamine. Personne ne sait aujourd'hui comment ce ligand est synthétisé, et c'est un sujet sur lequel nous travaillons au laboratoire, comme dans d'autres. Il y a une compétition. En gros, il y a une grosse compétition pour comprendre comment ces sites actifs sont assemblés, synthétisés, pour faire une enzyme active. Voilà, donc là aussi, vous voyez, tous les problèmes que j'ai soulevés pour la nickel-fer existent pour la fer-fer, c'est-à-dire qu'il faut du transfert de protons, il faut des gaz qui circulent, il faut des transferts d'électrons à travers les clusters fer-soufre pour, évidemment, catalyser cette réaction très simple, protons, électrons, gaz, hydrogène. Et tout ça, vous voyez, c'est ce qui est représenté dans ce petit schéma, tout ça converge au site actif ou diverge à partir du site actif, électrons, hydrogène, gaz, hydrogène, proton.
bon, là, c'est les mêmes remarques. On peut voir que vous avez une chaîne de clusters fer-soufre qui se termine par un fer-soufre en surface qui va être capable de d'éjecter ou de récupérer des électrons à partir ou sur des protéines qui ne font pas partie du système hydrogénase. Peut-être beaucoup plus que les nickel-fer, mais peut-être parce qu'on a à notre disposition un peu plus de structures cristallographiques. C'est vous montrer la grande diversité de la partie transfert d'électrons. Vous voyez, par exemple, dans Clostridium pastorianum, toutes ces enzymes-là sont différentes classes d'hydrogénase à fer. Toute la partie au-dessus est très, très conservée, et par contre, la partie transfert d'électrons est très variable. Ça va jusqu'à des algues qui, comme vous le voyez, n'ont strictement aucun cluster fer-soufre pour le transfert d'électrons. Mais en même temps, c'est une enzyme qui est beaucoup plus petite et la connexion, la connexion avec la surface est facilitée de ce point de vue-là. Alors pourquoi certains systèmes choisissent des hydrogénases aussi compliquées que celles de Clostridium et parfois des hydrogénases plus simples? Là aussi, ce sont des questions qui sont intéressantes. Voilà, même remarque, il y a du transport de gaz, il y a des canaux hydrophobes à l'intérieur des hydrogénases, c'est des choses qui ont été publiées. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, en dépit du fait que ces enzymes, donc vous voyez nickel-fer et fer-fer, sont organisées de façon extrêmement différente, il y a alors, vous voyez les clusters fer-soufre ici, vous voyez le site actif. Il y a une certaine ressemblance entre ces deux systèmes, et notamment si vous avez un atome de fer qui comporte, vous voyez, des cyanures et des CO, beaucoup plus que l'autre. Et donc, si vous superposez ces deux atomes de fer, celui dans la nickel-fer et celui dans la fer-fer qui porte les CO et les CN, l'atome d'azote qui est présent dans ce ligand-là se trouve pratiquement superposé au système nickel-soufre dont je vous ai dit qu'il pouvait jouer un rôle dans l'attaque nucléophile sur l'hydrogène pour faire cette cassure hétérolytique qui est absolument essentielle évidemment à la réaction. Voilà, et donc ça conduit à dire deux choses. C'est que ce petit ligand dont je vous ai parlé, dithiométhylamine, qui lie les deux atomes de fer et qui comporte un atome d'azote, pourrait être absolument capital dans cette rupture hétérolytique. C'est-à-dire que ça serait l'azote qui jouerait le rôle d'attaque de la molécule d'hydrogène pour déprotoner et fournir l'hydrure qui ensuite va donner ses électrons, faire partir ces électrons pour redonner un proton à nouveau. Alors on peut le décrire par exemple en partant de vous voyez voilà le point de départ. On va tourner vers la droite. L'hydrogène arrive, se fixe sur un atome de fer. Liaison hydrogène avec le pont dithiométhylamine, attaque nucléophile, déprotonation, ça fait un hydrure terminale, et ensuite départ des électrons, l'hydrure devient H+, et départ des protons. Donc la clé ici, c'est un site de fixation sur un métal de l'hydrogène, gaz, une attaque nucléophile d'un nucléophile. Vous vous souvenez que dans nickel-fer, c'était une cystéine, ici c'est un atome d'azote. Voilà. Donc c'est vraiment des mécanismes tout à fait intéressants, très compliqués, qui restent à élaborer, qui sont étudiés à la fois sur le plan théorique. Il y a énormément de chimistes théoriciens qui utilisent des méthodes de type DFT pour comprendre ces mécanismes. Et puis il y a aussi sur le plan structural des études pour essayer de caractériser certains intermédiaires réactionnels. Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus.
l'objectif, je vous l'ai dit, c'est vraiment de... Enfin, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces hydrogénases peuvent être des substituts aux platines dans des dispositifs électrochimiques? Je vous ai montré que ce sont de très bons catalyseurs, qu'ils travaillent comme le platine à l'équilibre, pas de surtension, que les activités enzymatiques sont puissantes, et il y a un gros problème avec l'oxygène. Donc ça, je laisserai Christophe discuter de cet aspect-là et comment on peut le résoudre. Néanmoins, l'idée, voilà, c'est de faire des biopiles à hydrogène. Nous essayons avec Juan Fontecilla, enfin nous et puis d'autres à Marseille, et, enfin nous essayons au CEA, et il y a des projets qui sont financés par l'ANR, effectivement de mettre au point ce qu'on appelle des biopiles à hydrogène dans lesquels on a des hydrogénases qui sont fixées sur des électrodes et qui doivent fonctionner à peu près comme ça, vous voyez. Sur la partie anode, c'est l'hydrogène qui arrive. Donc vous pouvez fixer des hydrogénases sur des électrodes. Alors là, j'aurai un cours, la 5e séance sera dédiée à la question comment, avec tous les catalyseurs dont je vais vous parler, c'est-à-dire aussi bien enzymatiques que chimiques, qui sont à notre disposition aujourd'hui pour faire des électrolyseurs, des photolyseurs, c'est comment on peut faire des électrodes avec ça, comment on peut faire des vrais dispositifs. Donc si vous arrivez à les fixer sur une électrode, eh bien, le système peut fonctionner par arrivée d'hydrogène, réaction avec les hydrogénases, les électrons partent ici et puis réagissent avec un catalyseur. Il y a besoin aussi d'un catalyseur ici pour la réduction de l'oxygène, vous le savez. Ici, c'est un système qui est décrit avec une lacase, c'est-à-dire une enzyme qui catalyse cette réaction, mais ça peut être fait avec d'autres catalyseurs. Voilà. Juste un commentaire, parce que je sais que Christophe va en parler. C'est des résultats récents, je crois que c'est vraiment la fin des années 2000, travaux de Fraser Armstrong à Oxford, qui justement exploitent des hydrogénases de Ralstonia pour faire des piles qui fonctionnent en présence d'oxygène. Donc avec relativement peu d'hydrogène en présence d'oxygène. Et donc ça, c'est vraiment les développements les plus récents, et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire vraiment travailler avec des hydrogénases qui soient manipulées génétiquement pour être résistantes à l'oxygène, ou tirées de micro-organismes qui ont mis au point tout ce qu'il faut, toutes les conditions pour faire coexister des hydrogénases avec l'hydrogène, avec l'oxygène, pardon. Voilà. Et j'en ai terminé là pour donc conclure que j'espère que vous aurez vu l'intérêt de ces systèmes. Il n'y a pas 36 systèmes dans le vivant qui catalysent cette réaction, ce sont les hydrogénases. C'est là qu'on a notre source d'inspiration. Ce sont des métalloenzymes et qui posent un certain nombre de problèmes, mais aujourd'hui, il y a un très grand nombre de chercheurs dans le monde qui se posent la question de l'exploitation biotechnologique de ces enzymes. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il est important de connaître, en tout cas sur le principe. Voilà, je vous remercie. Pendant que Christophe se prépare, si vous avez quelques questions, je suis prêt à y répondre. On a quelques minutes.